Deportivo es el campeón de la Liga, la locura. En el Riazor, el público que salta al terreno de juego no se ha podido contener. La emoción, 93 años de espera. El Deportivo, la escuadra blanquiazul de Javier Iruretagoyena, ha formado hoy, atención, para la historia. Songo, Manuel Pablo, Romero, Naivet, Mauro Silva, Macay, Yalmiña, Fran, Víctor Donato y Jokanovic. Es el 11 que el Deportivo de La Coruña puso en liza para ser campeón de Liga. Le Real Club Deportivo de La Coruña ne dit peut-être pas grand-chose aux plus jeunes auditeurs d'entre vous. Mais pour la génération des libéraux, c'est un grand club. Ou plutôt, un club qui nous a proposé de grandes équipes. Dans l'épisode du jour, nous allons nous intéresser à l'équipe de Javier Irureta, qui entre 1999 et 2004 s'est avérée être bien plus qu'un simple poil à gratter pour les grands clubs d'Espagne et d'Europe. Si vous êtes un fan de beau football et de belles histoires qui finissent mal, alors cette émission est faite pour vous. Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Pour m'accompagner dans ce numéro, j'ai Gilles Christ. Salut à tous. Johan. Hola a todos. Et Damaz. Bonsoir à tous. Alors, Javier Irureta arrive au club en 1998. Débute ainsi la plus belle période de l'histoire de ce club. Mais commençons le podcast avec un retour sur les années 90 du club, les fondations. Johan, notamment avec un recrutement extraordinaire de Bebeto et de Mauro Silva qui vont lancer une nouvelle période pour ce club. Ça a été littéralement le début d'un énorme projet en fait pour ce club, parce que c'est un club qui est monté dans le début des années 90. En 91, il est remonté de deuxième division. Donc ça s'est joué à peu de choses pour la descente la saison qui suit. Donc quand Bebeto et Mauro Silva, les futurs champions du monde 94, arrivent en été 92, on sent que le départ quand même nourri d'énormes ambitions, notamment avec l'entraîneur Adolfo Aldana. Donc voilà, on sent vraiment que faire venir ces deux joueurs-là montre que la Corogne a envie justement de devenir un petit peu la troisième force après le Real et le FC Barcelone. Donc les deux arrivées sont vraiment le début d'un énorme projet. Ouais. Alors c'est vrai, comme tu le dis, ils sont à 2 doigts de la relégation en 92, mais ils finissent directement 3e, Gilles Christ, en 93. C'est pas tout le monde qui peut tout de suite arriver, monter 18 ans après et dire maintenant on veut jouer les premières places. Oui, bon, on va revenir après sur le président de l'époque, hein, qui est, on va dire, d'un des membres emblématiques de ces présidents espagnols des années 90, hein, le président Landuaro, qui a donc amené Bebeto et Mauro Silva. Mais voilà, donc c'est vrai que voilà, des mecs comme Bebeto, Pichichi dès la première année. Ça, c'est donc là, en gros, pour poser le décor, pour permettre cette 3e place, c'est quelque chose qui est assez significatif. Et c'est vrai que par rapport à ce projet de la Corogne, notamment de faire de cette ville une place forte, déjà du nord de l'Espagne, dans un contexte, on va dire, parce que c'est une ville qui est plus connue par rapport au contexte économique, par rapport à la pêche. Tout à fait. C'est un port maritime, c'est une place maritime espagnole. Une place maritime forte, la Corogne, la Galice. Voilà, revenir sur cet aspect avec le football, c'est quelque chose qui est déjà assez impressionnant quand même par rapport à cette performance. Et après, derrière, voilà, ça va être dans la foulée l'année 93-94, où ils perdent le titre à la dernière journée. Et je sais que Johan aime bien en reparler, le penalty raté de Djukic, Yougoslave. Qui a raté ce penalty qui aurait pu donner le titre à la Corogne, mais qui le donne à Barcelone encore pour un 4e titre consécutif. Voilà, donc c'est... Non, mais revenons quand même sur cet épisode qui est quand même incroyable, parce que dans l'histoire, ça reste la dernière journée, il faut qu'on gagne ce match pour être champion. Il y a un penalty en toute fin de match. Bebeto qui les tire tous. il a refusé. Il a refusé, il la donne. C'est quoi? J'allais dire, il s'est chié dessus. Pardon pour le terme, mais est-ce que c'est... est-ce que c'est ça ou il voulait faire plaisir aux collègues aussi? Concrètement, c'est ça, Reda. C'est exactement ce qui s'est passé. Bebeto avait eu peur, justement, de ne pas pouvoir donner le premier titre de l'histoire. Il a donné la patate chaude à Djukic. Et Djukic, malheureusement, n'a pas transformé ce penalty-là. Et puis, moi, je me souviens, et Gilles peut en être témoin, c'est cet épisode de l'équipe du dimanche, justement, qui revient sur cette dernière journée de la Liga. Ouais. Et on voit justement l'explosion de joie qu'il y a à Barcelone quand ils ont Djukic.
C'est énorme. C'est triste pour le Déport parce que le Déport justement était sur une dynamique assez positive hein, quand on reprend justement leur début, leur retour en Liga. Donc ça a mis un coup de frein quand même au Déport c'est pour cette saison-là, mais voilà, il méritait quand même de gagner le championnat cette saison et c'est pas parce que je suis madrilène que je dis ça, mais voilà, il y a eu cette fin dramatique pour Miroslav Djukic. Ouais. En tout cas, oui, il faut dire que oui, là en Espagne, on a pu voir ce que voilà donc 10 ans, un peu plus de 10 ans plus tôt, ce que Eto'o a fait avec Pierre Womé. Avec le penalty. J'allais faire le rapprochement. Novembre 2005. Et oui, avec on va dire les mêmes conséquences en fait, avec une qualification pour la Coupe du Monde, mais c'est vrai que la tension dramatique qu'il y a eu est assez similaire. Et c'est vrai que laissez-le respirer, laissez-le. Alors, ceux qui n'ont pas eu le temps de respirer, c'est les supporters de la Corogne qui ont vu leur club deuxième en 95 directement aussi. Ils sont 9e en 96, petite chute, mais ils retournent 3e en 97. C'est assez irrégulier, mais ils flirtent très régulièrement, Damas, avec la première, la deuxième place. C'est le succès du président de la Corogne déjà. Exact, c'est le succès vraiment du président Lendoiro, hein, en effet, qui a quand même, faut quand même signaler certains chiffres importants par rapport à la Corogne et pour mettre en accord avec les propos qu'ont mentionné J-Chris par rapport à la situation économique de cette ville et même de cette équipe. Le président Lendoiro, quand il récupère l'équipe du Deportivo, a plus de 600 millions de pesetas de dette. Vous vous rendez pas compte? 600 millions de pesetas de dette. L'Europe du Sud. Mais l'Europe du Sud, Johan, mais c'est incroyable. Les structures professionnelles n'existaient pas. Ce club a beaucoup lutté avant le début même de l'ère que nous évoquons au travers de ce podcast-là. Il arrive au club au 88. C'est pour vous dire. Donc tout est à l'œuvre de ce président Lendoiro. Et été 96, il y a un nom important qu'il faut mentionner. C'est Rivaldo. C'est Rivaldo qui vient dans cette équipe de la Corogne. Alors, c'est important qu'on puisse le dire. Pourquoi ? Parce que, comme tu l'as dit, Reda, saison 96, la Corogne n'est pas performante. Elle finit 9e. Et le président Lendoiro va dans sa tirelire et va convaincre les Brésiliens, encore une fois, et notamment Rivaldo, de se dire que la Corogne, le climat, ils vont retrouver le même climat. Excusez-moi, très cher auditeur et auditrice. Il va retrouver le même climat au Brésil et il va vendre ça à la colonie brésilienne. Mais c'est incroyable. Le commerce, messieurs. Donc même la Corogne n'y a pas échappé. Et le président Lendoiro a clairement mis en valeur sa ville. Et en termes de résultats, on a clairement été, ça a clairement été bénéfique. Gilles et Reda, avant de laisser la parole, et notamment à Johan, je pense qu'en 93, le Real Madrid mène 2-0 face au Deportivo La Corogne. Et la Corogne les bat 3-2 et ça amènera une invincibilité en terre galicienne de 18 ans, je crois. 18 ans. Exactement. T'étais pas obligé de le mentionner. Si. Voilà, les libéraux essayent d'être le plus précis possible. Mais pourquoi voulez-vous Enfin bref, je vous laisse la parole, messieurs. Mais il fallait le dire. Non, mais justement, on va juste parler 2 secondes de Rivaldo, Gilles Christ, avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, hein, c'est-à-dire à partir de 98. Mais voilà, Rivaldo qui vient goûter à l'Europe pour la première fois de sa carrière à la Corogne. Il va rester qu'une seule saison, mais voilà, on sent que la Corogne devient officiellement une place sérieuse. Oh, franchement, 3e en 97. On n'a pas eu l'occasion de parler beaucoup de Rivaldo au Deportivo La Corogne dans l'épisode qu'on a fait en début de saison sur le génie brésilien, mais franchement j'ai vu des actions et des buts qu'il a inscrits sur cette saison. Quel joueur. Ah oui, franchement je suis désolé pour La Corogne, même si on va voir que par la suite c'est une équipe qui a été un poil à gratter important dans le football espagnol, mais Rivaldo n'avait rien à faire dans cette équipe. Parce qu'il est clairement au-dessus de la mêlée. Et ce qu'il a proposé avec les 21 buts qu'il a marqués sur cette saison-là, 21. Ben, voilà, c'est vraiment du très haut niveau, du très beau football. Et c'est vrai que c'est lui qui mène, voilà, comme tu disais, Reda, à cette 3e place en championnat. Même s'ils sont à bonne distance donc, du Real champion, il faut le dire, devant le Barça de Ronaldo. Alors, la saison 97-98, ils finissent à la 12e place, sans Rivaldo, du coup, qui était resté qu'une seule saison. On va dire qu'ils retrouvent plus ou moins, ils retournent à la normale, si je peux me permettre.
C'est lors de sa première saison, du coup, Irureta finit 6e quand il arrive en 98. Le club retrouve justement donc cette place un peu de club entre guillemets moyen, mais qui continue d'avoir de l'ambition. Johan, il recrute par exemple un Roy Mackay qui arrive de Tenerife et Mackay qui rejoint Songo, Jalminia, Donato, dont on n'a pas parlé, qui arrive en 93. Fran, très important. Hugo Flores, Scaloni, Naibet, Flavio Conceição et Paoletta. On va parler des joueurs importants, messieurs, mais voilà, Johan. Concrètement, excuse-moi. Concrètement, mais les supporters disent que c'est peut-être le meilleur mercato qu'il y a eu de leur histoire, parce qu'en termes de qualité, le rapport qualité-prix a été extraordinaire en fait. Bien sûr. Dans le sens où Roy Mackay est un joueur qui n'est pas encore un grand joueur du football européen. Mais c'est un joueur déjà qui, en Espagne, a déjà montré quelques bonnes choses, en fait. Tout à fait. Donc, justement, son arrivée en 1999, les gens sont un peu dans l'expectative. Ils attendent de voir ce que ça va donner, etc. Donc, Roy Mackay arrive. Et puis, il y a aussi Slaviša Jokanović, qui arrive aussi de Tenerife. Oui. Jokanović est un joueur très important de la sélection yougoslave. Hein. Donc, en plus de cela, vous ajoutez déjà les joueurs qui ont déjà de l'expérience, hein, comme Mauro Silva, comme Nordin Naibet aussi, qui est à mon sens le meilleur défenseur central de l'histoire du football africain. Et il y a aussi Jacques Songo qui est là, un joueur exceptionnel, franchement, d'une intelligence. Excuse-moi de te couper la parole, Johan, pardon, mais quel joueur, waouh, franchement, on a raté. Il récupère aussi de près le champion de France Ivan Perez avec Bordeaux. Donc c'est vraiment une équipe qui est assez bonne, hein, mais après on se doute pas de la saison qu'ils vont connaître en cette saison 99-2000. On ne se doute pas du classement qu'ils vont connaître, d'autant plus que, comme tu l'as dit précédemment, Reda, il y a une certaine irrégularité concernant le classement. Donc, cette saison, on dit que la Corogne, quand même, a une bonne équipe, mais de là à imaginer ce qui va se passer cette saison 99-2000, on n'était pas... Peu de personnes auraient signé. Alors, on n'aurait pas signé parce que le foot va tellement vite que finir 12e en 98 et 6e en 99 peut nous faire oublier ce qui s'est passé juste avant. Mais finir 3e en 93, 2e en 94, 2e en 95, 3e en 97, Damas, normalement, on ne devrait pas être surpris de ce qui va se passer cette saison-là. Non, on n'est pas censé être surpris, en effet, parce qu'il y a une certaine régularité qui a été mentionnée. Je vous rappelle même que sur toute la période, concrètement, entre 92 et 2004, pour même aller plus loin, le Deportivo La Corogne est 9 fois sur le podium. 9 fois. Alors, en effet, il y a des saisons où on part en travers, ce qui peut arriver notamment dans des équipes où la structure économique n'est pas fiable, et avec de la perte notamment des joueurs majeurs tels que Rivaldo, c'est ce qui s'est passé. Mais la saison 2000, pour enfin y entrer, messieurs, la Corogne n'a pas l'Europe. La Corogne a l'espace et la Corogne a bien recruté. Johan l'a bien mentionné avec Jokanović et Roy Mackay venant de Tenerife. Il joue la Coupe de l'UEFA, Damas. C'est vrai. Il joue la Coupe de l'UEFA, mais il perd rapidement. Corrigé par Arsenal. C'est ça. Voilà, fallait le dire. Voilà. Bravo, on passe à autre chose. Aller-retour. Aller-retour en plus. Des vrais baffes, hein. Aller-retour, je crois. Une vraie baffe où encore une fois Arsenal va échouer en finale 2000, Thierry Henry. Un autre sujet. Là, tu veux qu'on soit bref, par contre. Voilà, exactement. Maintenant, pour l'année 2000, il faut qu'on parle également de la Corogne par rapport à ses résultats à domicile. Ils sont exceptionnels. Concrètement, le Riazor est un terrain imprenable et le Real Madrid a pris une droite. Le Real Madrid s'est fait baffer. On a rarement vu le Real autant souffrir. Sans compter que le Real, je fais une petite aparté là-dessus, ils ont perdu 1-5 au cours de cette saison contre le Real Saragosse. Cette défaite a fait grand bruit à l'équipe du dimanche. Et moi, concrètement, ça a retenu mon attention. Et maintenant, quand est venu début février 2000, il y a un seul monsieur qu'il faut retenir, c'est Jalminia. Il a été... Mais Reda, je vous donne un petit peu les résultats du Deportivo La Corogne face au gros d'Espagne au cours de cette saison. À domicile, c'est une victoire contre le Barça 2-1. Le Real, 5-2. Le FC Valence, 2-0. Deportivo Alavés, dès le début de saison, en première journée, je crois, 4-1. Et enfin, après, il y a le Deportivo... ensuite, il y a le Real Saragosse, où il y a ce de partout là. Mais concrètement, à domicile, le Deportivo était impressionnant. C'est à l'extérieur, en effet, où il y a eu pas mal de revers que le Deport a enregistré, ce qui prouve quand même le niveau espagnol au travers de cette période, où pas mal d'équipes étaient très difficiles à jouer. Je rappelle par exemple le Real Valladolid, même le Vallecano qui finit 8e, Deportivo Alavés, on l'a bien dit, et qui va même causer des problèmes à Liverpool dans des circonstances incroyables. Mais pour cette saison 2000, on a affaire à un Deportivo La Corogne avec 21 victoires, 11 défaites, mais qui finit quand même avec 5 points d'avance face au FC Barcelone. Ah, mais moi, Alors justement, grâce à ces 5 points d'avance sur le FC Barcelone, le Deport finit champion pour la première fois de son histoire. Gilles Christ, il signifie quoi ce titre? Est-ce que c'est
la récompense de ce qui a été fait dans les années 90? Est-ce que c'est l'accident des gros? Est-ce que il signifie quoi ce titre, par exemple, en 2000? Franchement, en plus, il faut se dire une chose, c'est que ce titre de la Corogne, c'est le titre d'une ville, d'une très petite ville espagnole. C'est peut-être la deuxième ville. Je crois que c'était l'information, c'était que c'était la deuxième ville espagnole la plus petite à remporter la Liga derrière San Sébastien. Qui a gagné la Liga. Donc du coup, c'est vrai que c'est déjà en termes de bassin de population un tremblement de terre. Parce que voilà, les forces en présence, qu'elles soient du côté de Madrid, du côté de Barcelone, Valence, et même du Pays Basque, du Pays Basque avec l'Athletic Bilbao, par exemple. Voilà, on se dit que voilà, on est dans quelque chose d'inédit. Et c'est vrai que cette Liga-là était particulière. Damas aime bien rappeler que le Real n'était pas en forme à cette époque-là. Loin s'en faut sur cette saison 99-2000. Mais bon, le Real a toujours su se rattraper après en Europe. Parenthèse refermée. Voilà, on est sur... en plus, quand vous voyez la saison 99-2000, c'est une saison qui est assez décousue parce qu'il y a beaucoup de défaites. Hein. Ouais, voilà, tout le monde, 11 défaites, Barcelone 12. Et en plus, voilà, quand on voit le nombre de buts encaissés, disons que voilà, il y a une seule équipe, voilà, qui est en dessous des 40 buts encaissés. Enfin, on va dire il y en a 3. Donc du coup, ça veut dire que quand même, voilà, c'est assez décousu et ça permet aussi, voilà, de se dire que dans ce championnat d'Espagne 99-2000, c'était assez ouvert. Mais Gilles, on peut dire concrètement que toutes les grosses équipes n'ont pas fait de bonne saison en Espagne cette saison 99-2000. Oui, quand tu vois ce que le Barcelone a proposé, quand tu vois ce que le Real a proposé. Alors, le Real très mauvais. Valence en Ligue des Champions a été bon et le Real, bien sûr, a gagné la Ligue des Champions. Mais on se dit que la Corogne s'est immiscée un petit peu. Voilà, ils sont passés dans un trou de souris pour gagner les championnats. Moi, c'est l'impression que j'ai, en fait. Il fallait bien que quelqu'un le fasse, ils l'ont fait. Bien sûr, après, c'est tout à leur honneur. Bien sûr. Mais ça vient aussi couronner des joueurs qui sont restés quand même fidèles à la Corogne et à la culture de cette ville. Hein. Moi, je pense à Fran, qui a été même formé à la Corogne. On a entendu parler aussi d'un transfert du Real. Au dernier moment, il s'est destitué, je crois, Gilles, par rapport à cette affaire, par rapport à Fran. Milieu gauche, milieu offensif, qui a failli partir au Real Madrid, justement, pas très longtemps. Magnifique joueur avant la Super Coupe d'Espagne en 95. C'est pour vous dire à tel point que Fran a marqué une certaine fidélité à cette équipe. Et on pense bien entendu au Brésilien leader que sont Mauro Silva, champion du monde 94, Donato aussi, qui est espagnol, mais qui s'est naturalisé, je crois. Je crois en équipe d'Espagne. Mais voilà, donc ça vient très fidèle au club bien sûr. Ah oui, totalement. Hein. Et d'ailleurs, même en parlant de fidélité, Mauro Silva s'est même installé concrètement en Galice. Ses filles ont même épousé des Galiciens, il le dit haut et fort. Il est rentré. Mais c'est important pour les Espagnols. La force régionale est très importante par rapport à ça. Et en fait, ça va même couronner tous les libéraux. Parce que ce n'est pas dans les championnats actuels où on va trouver l'Atalanta Bergame champion d'Italie. C'est pour ça que c'est important de voir des villes qu'on peut considérer comme étant des villes périphériques d'un pays aussi puissant qu'en Espagne, en Europe, être champion d'Espagne. Exactement, c'est un petit peu comme dans l'esprit de Lens dans 98 par exemple. Ouais. Merci Gilles, merci. Et ça fait du bien, Et concrètement, cette équipe, peut-être que nous jeunes, on voyait ça au loin, peut-être, on se dit la Corogne. Mais une fois qu'arrive l'Europe, là, on commence à se rendre compte qu'on parle de quelque chose de très sérieux. Justement, le club devient de plus en plus, après ce titre, de plus en plus ambitieux et surtout, il continue d'être présent dans le haut du tableau. Ah oui. Alors justement, après le titre, on a 2 joueurs qui sont importants qui vont venir, Diego Tristan et Walter Pangiani, dont on aura l'occasion de parler. Et puis surtout, arrive au club, un footballeur d'exception. Damas, je te sens ému. De Juan Carlos. Merci Juan Carlos. Yohan, tu veux commencer ou moi? Je te laisse. Non, vas-y, Damas. Pourquoi je parle de Valerón? Parce que ce monsieur a tué le Real en 2002. On en parlera après, Damas. On en parlera après parce que... Damas, ne place pas la charrue avant les bœufs. Il y a la remontada face au PSG lors de la saison 80. Le Paris Saint-Germain. Avec mon joueur fétiche que je salue, Raphaël, avec Walter Pangiani, je sais qu'il a fait de sacrés cauchemars à cause de ce monsieur et qu'il a très mal vécu ce match de Ligue des Champions de deuxième phase. De deuxième phase de poule, mais Gilles, personne n'a compris.
personne n'a compris. Personne n'a compris pourquoi. Parce que la Corogne c'est pas une équipe qui fait rêver. En Europe, on a besoin de paillettes, on a besoin de ce côté marketing. Et quand vous regardez. Elle fait pas rêver, mais ça joue bien. Mais qu'est-ce que c'est au football en fait. Mais elle joue très bien au football, mais j'insiste bien, mais cela dessus. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez la couleur des maillots, l'allure des joueurs. C'est pas des joueurs qui sont flashy. Mais là, on a affaire à des gens qui sont extrêmement sérieux dans leur discipline footballistique. Ouais. Victor, côté droit, moi je suis désolé, j'ai plusieurs fois vu Roberto Carlos souffrir. Je suis désolé. Mais sans compter, exactement, mais sans compter l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, en plus, saison 2000, ils se font battre 2 fois aller-retour et en plus, ils descendent dans Segunda Division. Ils descendent et qui est recruté, c'est Valerón. Alors venons-en à Valerón. Valerón, numéro 10, qui n'est pas forcément très rapide, mais qui est d'une intelligence de jeu redoutable. Sur un seul contrôle, mais il désamorce tout un milieu défensif. Et c'est ce type de joueurs qui ont disparu, parce qu'on va demander aujourd'hui des choses physiques, du déplacement, je ne sais pas quoi, enfin peu importe, j'ai pas envie d'en parler. Mais concrètement, Valerón, balle au pied, on respire tous. Et moi, concrètement, ça a été l'un des meilleurs numéros 10 que j'ai vu évoluer sur un terrain de football. Je ne sais pas pour vous, messieurs, mais... Alors, on va continuer à mentionner Valerón tout au long de ce podcast, parce qu'il va rester très très longtemps au club, hein, du coup, même après les périodes de crise. Juste sur la saison 2001, le club finit deuxième. Gilles Christ, deuxième, c'est très bien. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont perdu des points en Ligue des Champions avec cette élimination contre Nice en quart de finale? J'ai l'impression qu'en fait, c'est ça qui les a empêchés de faire le doublé. Oh, ben après, regarde, dis-toi que le Real Madrid est allé en demi-finale en 2001 et ça l'a pas empêché d'être champion. Ah, mais c'est pas les fondations. Merci. C'est incroyable. C'est incroyable. En plus, Johan, tu dis merci. Oui. Mais Johan, mais vraiment, mais la solidarité dans le faux. Esprit madridista ne vous fait pas du bien, messieurs. Exactement, franchement, arrêtez avec ça. Esprit madridista, justement, a rendu justement hommage à cette équipe de 2001. Mais voilà, donc... Mais après, voilà, pour revenir au déport, c'est vrai que on n'est pas habitué, justement, donc du côté peut-être de la Corogne à jouer, à être sur 2 tableaux. Et en plus, vous savez que c'est où il y a 2 phases en Champions League. Donc, du coup, ça veut dire que c'est 12 matchs de Coupe d'Europe, en plus des 38 matchs de championnat. Il faut tenir le coup. Donc, du coup, ça n'a pas forcément été évident. Et bon. Là, le déport quand même continue de faire partie des places fortes que ne sont plus, par exemple, le FC Barcelone. Faut le dire. Voilà, donc et aussi donc fait partie aussi de ces équipes-là qui vont faire partie régulièrement du top 8 européen au cours de cette période. Et c'est pas une petite performance, c'est pas une mince performance, parce que on est encore une fois, je le dis, en Galice, et la Galice, franchement, c'est pas forcément une place où on se dit c'est une place forte du football européen, et c'est très très fort ce qui est en train de se passer. Et la Juventus est bien au courant, hein, oui. Merci Johan. La Juve qui est dernière du groupe du Deportivo La Corogne du premier tour. Avec un coup de crâne de Zidane. La Juventus Corogne qui vont s'affronter tous les ans. Exactement. Alors, 2002, encore une fois, le club finit deuxième, hein, donc premier, deuxième, quand même, messieurs, il faut s'en rendre compte. Là, pour le coup, c'est en deuxième phase de Ligue des Champions que ça se passe pas très bien, où justement, ils perdent en quart de finale contre Manchester United, après avoir battu justement la Juve et Arsenal, hein, Johan. 2002, le club va encore une fois gagner la Coupe d'Espagne, après l'avoir gagné en 95, on a oublié de le mentionner tout à l'heure. Ouais. Concrètement, là tout à l'heure, Gilles Christ disait le FC Barcelone ne fait plus partie de la carte. Mais ça veut dire que là, Johan, on parle, en ce qui concerne le Deportivo La Corogne, d'un grand club d'Europe. Ah bah oui, non mais ça c'est clair, il n'y a pas photo. La Corogne devient officiellement un grand club d'Europe. Déjà, il le montrait déjà la saison précédente que c'était un très bon club d'Europe, mais là, il montre que c'est un grand club d'Europe. Et je pense que quand vous faites la campagne de Ligue des Champions que vous faites en 2002, et donc notamment, vous finissez devant Manchester United lors de la première phase, et vous finissez devant Arsenal et encore la Juventus lors de la deuxième phase. C'est fou. Il est clair que là, concrètement, on se doit de vous prendre au sérieux. Et d'autant plus que vous finissez deuxième la saison, vous finissez troisième plutôt deuxième la saison précédente, et que là, vous finissez encore deuxième, et que là surtout il y a le Centenariazo qui se passe justement du côté de la Coupe d'Espagne, avec une équipe qui a produit un football monstrueux. Franchement,
pour tous les auditeurs, si vous pouvez revoir ce match-là, essayez de le voir, parce que honnêtement, supporter du Real Madrid que je suis, c'est incroyable le niveau de jeu que montre le Deportivo La Corogne au cours des 90 minutes, honnêtement. C'est ça qui est important de rappeler dans ce podcast-là, parce que en fait, c'est vraiment, on n'a pas. Il n'y a pas de nom ronflant à La Corogne. Exactement, il n'y a pas de nom ronflant, il n'y a pas de strass et paillettes, comme le disait Damas tout à l'heure. On parle d'une petite ville, mais ce sont des gens qui jouent bien au football. Et ça, c'est vrai que c'est franchement, sur cette période-là, ils nous ont régalé. Alors, oui, Gilles Christ, quand on parle de grands clubs, forcément, on parle de grands joueurs. Qui t'impressionne à ce moment-là? Diego Tristan, le Pichichi 2002? Valéron, quelqu'un d'autre? Moi, franchement, oui, Diego Tristan, oui, effectivement, parce que si les Parisiens ne comprennent pas pourquoi Pauletta n'a pas réussi à La Corogne, il faut qu'ils se rendent compte que c'est par rapport à Diego Tristan. Merci. Donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mentionner, qu'il faut mettre en avant, et aussi parce que voilà, Walter Pandiani, moi j'ai toujours été fan de cet attaquant uruguayen. Qui a toujours suscité mon admiration. Mais après, il y a tellement de joueurs dans cette équipe. Tellement de joueurs de football en plus. Des vrais joueurs de foot. Comme disait Sergio González, tout ça. Sergio González qui a réglé le Real Madrid. Mais quel crochet sur Hierro, messieurs, mais c'est exceptionnel. En plus, le Deportivo commence la finale, mais tambour battant. Les 15 premières minutes de La Corogne, concrètement, le rythme qui a été imposé. Je pense tout le monde a été surpris, notamment Florentino Pérez. Pourquoi je parle de Pérez, le président Pérez? Il a tout fait pour que la finale se passe à Santiago Bernabéu. Il a tout donné au niveau de la communication. Aussi pour que cette finale ait lieu au mois de mars. Une finale de coupe au mois de mars, le 6 mars. Soyons sérieux. Parce que c'est le jour du centenaire du Real Madrid. Et justement, voilà, ça devait être la fête. Et moi, je me rappelle avoir suivi le match à la radio sur Sport OFM ce jour-là, quand le journaliste dit que le Real joue la finale de la Coupe d'Espagne et qu'elle la perd, j'étais dans un état de détresse émotionnelle qui incroyable. Mais après, quand tu regardes le match, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur la première mi-temps. Rien du tout. Surtout sur la première mi-temps. Ils mènent 0-2 à domicile. Yoann, tu veux dire à moi? Non, c'est trop. Il n'y a rien à dire, il faut juste regarder le match. Et la saison d'après, 2003, quand le Depor finit 3e, derrière la Real Sociedad, Damas, on est presque déçus. On est presque déçus, et étonnamment, il y a une nouvelle équipe, comme tu l'as bien dit, qui s'est positionnée aussi comme étant le poil à gratter également de cette saison. Et quelle saison de la part de Reynald Denouex, dont il faut rendre hommage, messieurs, par rapport au travail qu'il a fourni. On a le temps un peu de le faire, donc moi je me permets de le dire. La Real Sociedad au cours de cette saison 2002-2003 était vraiment Kovacevic, magnifique. Maintenant, Nihat, bien entendu. Aussi, ouais. Oh là, de sacrés personnages. Maintenant, le Depor aussi joue également sur 2 tableaux, et ça continue ainsi en fait par rapport à ça. Et il faut également parler qu'il y a une espèce de querelle en fait dans le vestiaire de La Corogne, comme dans tout type de vestiaire dans le monde du football. Ça se passe entre Djalminha et Valéron. Djalminha, qui était le leader offensif, le leader technique de cette équipe, voit pas très bien arriver d'un bon œil que Valéron commence à puisse prendre sa place, a commencé à émerger, et concrètement dans les vestiaires, et même avec Irureta, ça commence à chauffer. L'absence de Djalminha en 2002, messieurs, vous avez peut-être un mot à dire, puisque moi j'aimerais aussi continuer sur... On en avait parlé sur la première saison des libéraux, notamment pour le Brésil 2002, l'absence de Djalminha, un tête-tête avec son entraîneur, incroyable, qui lui coûte sa place et qui amène le jeune Kaka dans la liste finale des 23 pour la Coupe du Monde. Et c'est vrai que là, on sent que par rapport à ça, Djalminha, allez, il y a un truc qui se passe avec lui, et on passe à une autre ère, effectivement. Et là, on va mettre plus en avant des joueurs comme Juan Carlos Valéron, oui. Alors là, il y a Mackay qui va finir Pichichi, et donc ça fait 2 fois qu'un joueur de La Corogne qui finit meilleur buteur du championnat d'Espagne. On n'a pas beaucoup parlé de Mackay. Yoann, un petit mot quand même sur Mackay du Depor, Gipo. Alors là, justement, tout à l'heure, tu as posé la question à Damas par rapport à Valéron, ou à Gilles par rapport à quel était son joueur préféré à La Corogne. Moi, c'était Roy Mackay. Honnêtement, c'est... En fait, pourquoi j'aimais cet attaquant-là? Parce que c'était un attaquant dont on ne parlait pas souvent, en fait. On parlait pas souvent. Quand on parlait des attaquants néerlandais, on parlait plus de Van Nistelrooy, on parlait plus de Patrick Kluivert. Roy Mackay, on en parlait rarement, voire jamais. Si bien que
certains, je pense, ignorent que Roy Mackay fait partie de la liste des 22 pour l'Euro 2000. Notamment, Bien sûr. Roy Mackay est dans l'équipe des Pays-Bas de l'Euro 2000. Et Roy Mackay, la régularité qu'il affiche du côté du Deportivo La Corogne, et ce qu'il a montré après au Bayern de Munich, c'est incroyable. Roy Mackay est pour moi une légende du Deportivo La Corogne. Et à part Roy Mackay, je vais parler rapidement d'une autre personne que j'ai adoré à La Corogne, c'est Alberto Luque. Ah ouais. Ah, Luque, oui, si, quand même. Pied gauche, surtout le pied gauche. Pied gauche, Luque. Avec son transfert à Newcastle scrupuleux. Oui, bien sûr. Moi, c'est son transfert à Newcastle qui était bien marrant quand même. Ouais, non, ça pas abusé non plus. Mais c'est bien que tu parles de Mackay, Johan, parce qu'on a affaire à un monsieur qui avait déjà marqué 22 buts au cours de la saison 2000, quand même. Mackay, il a marqué un modèle de régularité. Ah ouais, mais après, on a mis sous les pattes Diego Tristan, qui a été très performant. Il n'a pas forcément ça s'est bien passé globalement après. En tout cas, ça n'a pas pêché sur leur performance individuelle. Non, ouais. pas du tout. Il le fallait. Il semble en 2002, les deux mettent plus de 15 buts en 2002. Ils jouent ensemble, oui. Ils jouent ensemble. Avec Valéron derrière. Ouais. Mais il fallait justement qu'il y ait cette concurrence entre guillemets. Il fallait qu'il y ait cette autre présence pour la Corogne pour tenir sur les deux tableaux. Parce que la grande contrainte pour des équipes comme celle-ci, c'est d'être performant sur les deux tableaux et dans le temps. Moi, j'aimerais un petit peu, s'il vous plaît, vous signaler la saison de la Corogne au cours de la saison 2000-2001, une saison fabuleuse du Real Madrid avec un Raúl à 24 buts, un Figo à 19 passes décisives. Mais vous avez de l'autre côté le Deport qui gagne 22 matchs. 22 matchs gagnés en Liga, et même la saison 2001-2002, la Corogne gagne 20 rencontres. 20 rencontres avec 12 rencontres de Ligue des Champions. En parlant d'un effectif où on commence à limiter les coûts, parce que en termes de transfert, l'été 2000, il se passe beaucoup de choses. L'été 2001, on commence un petit peu à ralentir. Il y a presque plus d'achats de grande envergure. Hein, exact. C'est Amavisca, je crois, qui vient. Etc. Ouais, exact. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui commence à être produite. Et maintenant, par contre, c'est le départ de Mackay été 2003, où là, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Le départ 2003 de Mackay. Reda, là franchement, on sent qu'on touche à quelque chose de sensible. Bon, juste pour une petite précision, la saison d'avant, le Deportivo La Corogne finit dernier de la seconde phase de groupe. Encore une fois, il y avait Manchester United et la Juventus Turin dans son groupe. 2003-2004, le club finit tout de même troisième sans Mackay. Donc encore une fois, la régularité sur le podium. On reprend ce que disait Damas sur toute la période, donc, quand on vient de traiter le nombre de fois où le Deportivo La Corogne a fini entre la première et la troisième place, qui est vraiment incroyable. Mais et là, ce qu'on va retenir surtout de la saison 2003-2004, Gilles Christ, oui, il y a la troisième place, oui, il n'y a plus Mackay, troisième place, on est habitué, sauf que là, c'est le parcours européen qui commence à devenir encore plus sérieux que d'habitude. Là, il commence à devenir plus sérieux, effectivement, même si je pense qu'en termes de niveau sur la saison 2003-2004, c'est pas le meilleur Deportivo La Corogne qu'on ait connu. Par le passé, ils n'auraient pas pris 8 buts. Hein. Exactement. Absolument. Voilà, exactement. Parce que c'est vrai que là, pour Johan, il devait être bien content quand il a vu ce score à Louis II, le 8-3. Qui ne les empêche pas de passer la première phase et d'aller justement en huitième de finale, puis en quart de finale. Et normalement, ça devait s'arrêter en quart de finale. Ça devait être le fameux chant du cygne dont on devait parler contre le Milan à San Siro. Tout à fait. Voilà, 4-1. En plus, le Milan champion d'Europe en titre. Et effectivement, donc là, un jour, il faudra demander à Tate ce qui s'est passé. Match retour. Et il y a encore une fois l'esprit du Riazor qui a plané sur cette rencontre. Et voilà, des joueurs déchaînés. Et qui emmène le club à faire une remontada, comme on dit maintenant aujourd'hui, incroyable, en gagnant 4-0 contre le Milan et leur permettant d'aller en demi-finale. Et c'est une demi-finale qui est quasiment inédite. Et là, on se dit que, en plus en affrontant Porto sur cette demi-finale 2004, il y a quelque chose qui peut se passer, quoi. Et qu'ils peuvent peut-être aller au bout. Même si, voilà, et même paradoxalement, c'est comme un petit peu les saisons du Real Madrid, par exemple en 2000, pour Johan s'il s'en souvient. Voilà. Une bonne saison en championnat, mais voilà, il y a ce parcours européen qui arrive à bonifier la saison. Et la Corogne, ça a été la même chose. Ça a été vraiment la même chose. Mais je pense que les gens se rendent compte que la Corogne, parce que moi, pour en revenir justement à la double confrontation qu'avec Monaco perd, il me semble, 1-0 là-bas. Et les Monégasques ont peur, en fait. Ils ont peur parce qu'ils se disent que la Corogne, c'est la Corogne.
Mais justement, quand on voit qu'après, il y a la défaite, il y a la victoire à 8-3, parce que la Corogne est arrivée vraiment en bombant le torse à Louis II, ça il faut préciser. Mario c'est à ce moment-là que on se dit, déjà Monaco, je pense qu'il y a un déclic du côté de la SM, mais à ce moment-là, peu de personnes imaginent que la Corogne va éliminer la Juve, même si la Juve ne fait pas une très bonne saison. Ah non. Surtout le Milan, comme tu l'as dit, Gilles Christ. Quand tu perds 4-1 à Milan, gagner 4-0 au retour, même Valéron qui marque de la tête. C'était fou. C'était fou. Le délire dans le stade. Mais quel bruit, quel boucan. Mais justement, la Corogne Porto, la double confrontation, la Corogne Porto, honnêtement, moi j'avais misé sur Porto parce que. Mais c'était Corogne... 2 matchs âpres. Le 1-0, c'était très dur. C'était une vraie bagarre. C'était une vraie bagarre. Vous êtes sympathique parce que moi je pense que c'était 2 matchs dégueulasses. Très moche. C'était une vraie bagarre. Pourquoi c'était dégueulasse? Mais pourquoi c'était très moche? Excuse-moi, Damas. On se demande comment la Corogne a fait pour ne pas réussir à se qualifier après avoir fait 0-0 à Porto. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre parce que la Corogne, au Riazor, c'est une forteresse qui est imprenable à la base. Pour essayer de répondre à cette question. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mourinho. On aura justement la réponse à nos questions la saison d'après en Ligue des Champions. Laissez Damas parler parce qu'il a quelque chose d'intéressant à dire. Ouais, vas-y, Damas. Et si, à mon avis, de répondre à cette question, messieurs, je dirais, est-ce que la Corogne est le facteur psychologique de se retrouver dans une situation qu'il ne connaissait pas avant en Europe à jouer? Oui. Pourquoi? Parce que Porto, c'est pareil. Mais Porto a quand même une histoire en Europe. Ouais. Porto a quand même une histoire. Et même si c'est peut-être un jeune effectif, avec un jeune entraîneur, en effet, appelé José Mourinho, qui arrive au devant de la scène en ayant éliminé Manchester et l'Olympique Lyonnais, et de manière radicale en plus. Franchement, Lyon n'a rien vu. En demi-finale. Non, mais j'aime bien remettre le contexte où les journalistes français pensaient que Lyon allait frapper Porto. Non, ça se passe pas comme ça. Voilà. En demi-finale, on s'attend en effet à ce que la Corogne puisse passer au travers de ses récentes performances en Ligue des Champions, mais cette fois-ci, elle se retrouve face à une équipe qui, en termes de statut, n'est pas Manchester aussi, n'est pas le Real Madrid, n'est pas, quoi d'autre, le Milan AC, bien entendu, parce qu'ils sortent la Juve en 8e et ils sortent le Milan. Et là, on se retrouve dans une situation où la Corogne n'est pas dans une position de poil à gratter d'une équipe emmerdeuse. Là, cette fois-ci, la Corogne doit prendre des initiatives sur le terrain européen. C'est pas la même chose à l'échelle psychologique. Et je pense que ça a joué, notamment dans les 20 ou 10 derniers mètres, où il a manqué ce petit quelque chose pour faire la différence. Alors, c'est vrai, après, Derley marque un but vraiment, à l'arraché. On sent que c'est. C'est pas un penalty? C'est un penalty, c'est un penalty? Ah, bah, excusez-moi. Non, c'est sur l'action, pardon. C'est sur l'action, excusez-moi. Mais sur l'action. Où tu sens que c'est comme, c'est sur l'action où c'est quand même à l'arraché, où les choses sont vraiment tirées par les cheveux. Mais Porto a ce supplément d'âme qui leur permet de faire cette petite différence par rapport à la Corogne. Et concrètement, on peut le dire, le vent est passé parce que la Corogne a manqué justement cet appel. Alors, le club aurait gagné la Ligue des Champions face à la Corogne en finale. Mais quel est ton problème, toi? Le club ne le sait pas encore, mais c'est le début, c'est le début de la fin. La saison d'après, ils vont finir 8e en championnat, un des pires classements depuis 98, et surtout 0 victoire dans la phase de groupe en Ligue des Champions, avec Monaco qui va se régaler aller-retour contre eux. Oui, 0-5. Qu'est-ce qui s'est passé, Gilles Christ? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, en fait, on est tellement passé à côté du rêve de jouer une finale de Ligue des Champions qu'on a tout laissé tomber. C'est en fait c'est le fameux chant du cygne. C'est peut-être que la chance que la Corogne aurait pu avoir donc d'aller au bout d'une finale européenne qui s'était présentée en 2004, ils n'ont pas réussi à le faire. Et là, à ce moment-là, on sent qu'il y a une rupture en fait dans la façon d'aborder la saison 2004-2005. Voilà, donc ils sont là pour être là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont là par défaut, ça dit qu'ils ont terminé 8e. Et en plus, on verra que l'année d'après, voilà, donc c'est là aussi la dernière année de Irureta. Donc c'est quelque chose qui est assez fort quand même, comme en termes de symbole. Et voilà, donc du coup, cette équipe de la Corogne, voilà, qui retourne dans le ventre réalité.
à sa réalité. Mais quelle réalité Économique. Voilà, économique, pas sportive. Ouais. C'est ça en fait, oui, économiquement et on va dire sportivement, on nous a tué qu'au podium jusqu'à présent. Exactement. Ouais. Et là en fait, on a l'impression qu'on retourne justement, donc on sent qu'on est en Galice. Après, je dis pas que il y a eu que le départ a coulé comme le Prestige, qui a coulé en 2002 sur les bords de la Galice, mais on est un petit peu dans cet ordre d'idées et le club redevient le Celta Vigo. Comme le Celta Vigo, un club de Galice. Et le Celta Vigo aussi qui descend, Celta Vigo qui descend à la fin de la saison 2003-2004. C'est ça aussi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bascule. Après, c'est vrai que le Celta Vigo, il y a a connu aussi beaucoup de saignées de joueurs justement sur cette saison 2003-2004. Après, leurs meilleurs éléments sont partis de façon un peu sauvage. Mais ça fait penser à Leeds un peu, ce qui s'est passé. C'est ce que j'allais dire. Ça fait penser à Leeds. C'est vraiment ces clubs qui nous ont fait rêver, comme le disait Reda justement lors de l'épisode à propos de Leeds. Ces clubs qui nous ont fait rêver, mais qui d'un coup, voilà, ça c'est la fin de quelque chose. Et je pense que En fait, ce qui est intéressant avec le Deportivo La Corogne, comme avec Leeds, c'est qu'en fait, ça appartient à une autre génération, les libéraux. C'est ça. Et ça, personne ne pourra nous le enlever. On a eu Deportivo La Corogne, on a eu Leeds, et on est les seuls à les avoir eus. Et finalement, quelque part, Damas, quand on a vu le club un peu comme ça rester dans le ventre mou jusqu'à sa relégation, moi j'ai eu une petite blessure, un petit truc qui me dit ah merde, c'est vrai, c'est officiellement fini en fait. Totalement d'accord avec toi. C'est même pour entrer même dans la même pensée que la tienne, Reda. C'est que quand on regardait maintenant la Corogne au cours de saison 2006, 2007, 2008, il n'y avait que contre le Real Madrid où c'était intéressant. Au Riazor, je précise bien, il n'y avait que ça qui tenait et tu avais l'impression que les joueurs de la Corogne et même toute l'équipe tenaient par rapport à cette invincibilité, tenaient par rapport à ce mini-prestige. Mais il y a eu une véritable cassure parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement d'effectifs, il n'y a pas eu un nouvel entrain et ça fait mal de voir la Corogne comme ça. Ça fait mal de voir des équipes qui ont été aussi performantes, mais en plus, longtemps, en fait. Si on se souvient de certaines séquences de jeu par rapport à la Corogne, Djalminia, encore une fois, qui se permet de faire un geste un arc-en-ciel, un arc-en-ciel. Mais c'est quoi? Non, mais c'est quoi ces trucs? C'est quoi ces trucs? Non, mais surtout, on a rarement vu des numéros 9 aussi performants dans la surface de réparation. C'est ça qu'on aime voir. Moi, Roy Maka, dans la surface de réparation, on savait que c'était cadré. Après, tu as Diego Tristan qui n'a pas tenu la distance et qui a même connu des méformes aussi psychologiques, je crois. Il est tombé en dépression. Il a eu des coups très, très, très difficiles pour relancer la machine. Il a même pris du poids. Il a vraiment pris du poids. Il a vraiment souffert. Mounitis qui n'a pas remplacé aussi le départ de Makai ou qui était censé le remplacer. Donc, il y a aussi des transferts qui n'ont pas porté fruit. En termes de transfert. En termes de transfert, je parle bien sûr. Et ça a joué derrière parce que quand on est une équipe avec une attractivité aussi petite que la Corogne, on est obligé d'avoir des éléments très très forts pour tenir dans le temps. Et malheureusement, la Corogne n'a pas pu se renouveler, à notre regret, nous amoureux des libéraux.